Salut à toutes et à toutes et bienvenue comme chaque mardi, chaque mercredi, chaque vendredi matin dans GM Web3. Je commence bien évidemment par remercier le partenaire de cette émission, l'école Alira. Alira est la première école blockchain en France. Elle propose depuis 2019 des formations de consultants, de développeurs, mais aussi de finances décentralisées, de tokenomics, d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, elle vous offre 100 € de remise sur l'ensemble de ces formations grâce au code GRM100. Donc prenez vite rendez-vous grâce au lien que je vous ai épinglé dans les commentaires et que je vous ai mis dans la description du podcast. Aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Raphaël, comment vas-tu? Bonjour à tous, ça va très bien? Et toi? Ouais, ça va super. Tout se passe bien avec CryptoTour? Le train est lancé, on va dire. On est prêt. Ah, il arrivera à l'heure ou pas celui-là? Il va arriver à l'heure, oui, sans problème et sans concession. Ok. Eh ben super, j'aurai le plaisir de venir assister et même participer à cet événement qui aura lieu, je crois, le 19 octobre à Lyon. C'est ça? C'est ça exactement. Allez, Dans super. un peu moins d'un mois. Je suis également avec TX. Comment tu vas, TX? Bah très bien, merci. Tu as passé une bonne semaine? J'ai passé une bonne semaine et puis j'avais hâte, comme d'habitude, je sens que ça va devenir ma nouvelle habitude du vendredi là, de faire des lives à chaque fois et puis de passer un bon moment avec vous tous. Eh ben, très très content que tu t'amuses avec nous le vendredi matin. Et je suis également avec mon copain de toujours, Philippe. Salut Philippe, comment vas-tu? GM, GRM, salut TX, salut Ras, salut tout le monde. Écoute, ça va bien, hein. Plaisir. On a du 109 un peu, ça fait du bien aussi. Dans les speakers, c'est cool à voir. Nouvelle équipe. Enfin, non, franchement, motivé. Longue semaine, longue nuit, pour être honnête. Je me suis réveillé il y a 10 minutes, même pas eu le temps de faire un café proprement. Mais voilà, motivé, les actus, tout ça. Ok, bon bah super. Eh ben, écoute, bienvenue. Alors on est également normalement avec Cédric, mais il a quitté la parole. Donc Cédric, remonte quand tu veux. Au programme aujourd'hui, comme d'habitude, on va évidemment faire l'actu crypto tous ensemble. Donc vous connaissez le principe, hein, je vais vous donner plein d'infos et puis vous allez me dire si on s'en fout ou si on s'en fout pas. Et ensuite on papotera de chacune des news une par une. C'est bon, Cédric a repris la parole. Salut Cédric, comment vas-tu? Écoute, j'ai passé la semaine en Tunisie à expliquer la blockchain à la compagnie nationale d'électricité. C'était passionnant. Voilà, je suis arrivé hier soir tard. Ok, génial, super. T'es où en Tunisie, tu étais? À Tunis. D'accord. Rien d'original. Est-ce que tu as réussi à prendre un petit peu de temps pour toi dans cette fabuleuse ville? Le soir un petit peu, mais non, c'était intense. Donc non, D'accord. c'était vraiment pour le boulot. Ok, très bien, très très bien. Eh bien, écoute, bienvenue également à toi. Donc, je disais que nous allions faire l'actu crypto, Web3, blockchain, tout ça. Et ensuite, j'aurai le plaisir de recevoir Selim, le cofondateur et CEO de Nefture, avec lequel on va notamment parler cybersécurité Web3. Bien, avant de commencer, n'oubliez pas, c'est très important, de retweeter le lien du Space, de mettre un like, de mettre vos commentaires. N'oubliez pas ce Twitter Space, comme depuis plus d'un an et demi maintenant, est un format qui est interactif. Donc vous pouvez poser vos questions dans les commentaires, vous pouvez faire vos remarques, vous pouvez demander ce que vous voulez, vous pouvez même lever la main et prendre la parole. Voilà, le but du jeu, c'est que chacun puisse intervenir sur l'actu, sur l'interview, voilà, comme vous voulez, vous venez, il n'y a pas de souci, n'ayez pas peur, on mange personne. Si vous écoutez l'émission en replay sur les plateformes de podcast, sur YouTube, sur Cyborg, n'oubliez pas, là aussi c'est très important pour nous, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également noter le podcast sur les plateformes dédiées. Vous pouvez la liker, vous pouvez la noter, vous pouvez mettre un commentaire. Et si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune émission. On va maintenant passer à l'actu crypto. Non, d'ailleurs, d'abord, est-ce que l'un d'entre vous a écouté mon interview d'Oussama hier soir avec mon pote Arnaud? Je sais pas si l'un d'entre vous a eu l'occasion Non. d'écouter. C'est Non. sur la liste de review for today. Ça fait beaucoup. C'est vrai qu'on a tous une longue liste de choses à voir. Ouais, Raphaël?
Moi, j'allais dire que j'ai pas fait mes devoirs et je t'avais dit que j'allais être là et j'ai raté le live. C'est pas Mais on se grave. rattrapera. Ce matin, j'ai commencé à ouvrir, j'ai vu un peu l'introduction, mais on se rattrapera. Ouais, bah, écoute, non, mais en tout cas, c'est le but, c'était voilà de vous, voilà, celles et ceux qui n'ont pas pu le voir en direct, c'était diffusé en direct sur Twitter et sur LinkedIn en même temps. Donc c'était vraiment le premier numéro d'un format qui me tient particulièrement à cœur et qui s'appelle A Point. Je vous le mets dans les commentaires si vous voulez l'écouter. C'est un format voilà en live vidéo que j'ai fait pardon avec Arnaud et on a reçu comme premier invité Oussama Hamar et l'idée du format c'est vraiment une interview en direct sans concession, sans filtre, voilà pour lui poser toutes les questions. Donc on lui a posé toutes les questions que nous avions sur tout, les affaires évidemment, sur son statut de mytho pour certains, son rôle d'entrepreneur, son activité de podcasteur, parfois même d'influenceur. Bref, on lui a posé toutes les questions, il a répondu à toutes les questions. Voilà, donc si vous avez 2 heures, vous pouvez même écouter en plus rapide. Ça, des fois, c'est cool pour aller plus vite. N'hésitez pas et n'oubliez pas évidemment si vous regardez ou écoutez, puisque je le mettrai en podcast aussi. Et je le mettrai sur YouTube tout à l'heure aussi pour ceux qui préfèrent, de nous dire ce que vous en avez pensé. Hein, comme c'est un premier numéro, évidemment, il y a sans doute des choses à améliorer. Mais en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Voilà, c'était l'instant un peu auto-promo. L'actu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, vous savez, la Réserve fédérale américaine, la Fed, a baissé les taux directeurs de 50 points de base. On s'en fout pas? On s'en fout pas. On s'en fout pas. Je pense On qu'on s'en sera fout tous pas. d'accord sur ça. Bah, c'est vrai que alors on s'en fout pas du tout. Alors de deux choses l'une. D'abord évidemment elle était anticipée. On savait qu'ils allaient diminuer. Alors certains pensaient qu'ils allaient diminuer que de 25 points de base. Finalement c'est 50 points de base. Donc c'est un peu plus que ce à quoi nous attendions. Et puis surtout on s'en fout pas. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes tous des petits traders le dimanche et on a tous un petit peu de crypto-monnaie dans nos wallets. Et on a bien vu l'impact que ça a eu puisque le marché a pris je sais pas 3-4%, 5%. Et il y a certaines cryptos qui ont pris, je parle de grosses cryptos bien sûr, hein, qui ont pris 10, 20% pour certaines. Donc effectivement, on s'en fout pas du tout. Vas-y Philippe et après Raphaël. Ouais, non, juste pour dire, donc tu as résumé rapidement, hein, tout est dans le vert, et c'est une bonne chose. Un point intéressant qui a été mis en avant, c'était que l'avis des économistes mondiaux, spécialistes du monde entier, n'avait pas prévu ça, avait même pensé même pas une baisse, mais une continuité du taux. Et en fait, ceux qui étaient le plus proche de la réalité, c'était ceux les polymarketeurs. C'est-à-dire ceux qui ont posé des paris sur le site de Polymarket étaient plus proches de la réalité que les attentes des économistes. C'était un petit point intéressant que l'intelligence globale est peut-être plus forte que certains spécialistes. Un truc à méditer. Après, il y a un effet peut-être autoréalisateur. Si l'immense majorité des gens veulent que les taux augmentent, peut-être qu'il y a un effet politique. Oublions pas quand même que la Fed, elle est pas hyper indépendante non plus, qu'il y a des élections à venir bientôt, et qu'on sait très bien que si on baisse les taux, bah, ça va créer effectivement un souffle de liquidité sur le marché du crédit, sur le marché de l'investissement, et forcément, bah, et puis sur l'économie, ça peut avoir un impact intéressant à court terme. Donc, je pense que voilà, il y a de ça. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant. Raphaël? Bah, Philippe a pris un peu l'intervention que je voulais faire avant moi, mais T'as autre chose à dire quand même? c'est le lapsus sur Polymarket. Ce qui est intéressant, c'est que les Américains sont des beaucoup plus gros parieurs qu'en Europe, et Polymarket reflète souvent l'opinion politique. C'est quelque chose d'assez intéressant que je trouve qu'on peut voir au quotidien. C'est un outil que j'utilise beaucoup, notamment pour aller voir un peu l'avis des gens, et sur tout et n'importe quel sujet. C'est ce qui est assez impressionnant. Ça nous rappelle comment on appelle, tu sais, les mecs qui font des paris au Royaume-Uni, là, Les bookmakers. Les bookmakers, voilà. C'est vrai qu'en France, on n'a pas trop cette culture, un peu sur le pari sportif, évidemment, mais on n'a pas la culture de parier sur tout et n'importe quoi, alors que C'est en Angleterre. Ouais. Là-bas, c'est uniquement sur le sportif. Ouais. Alors que le sujet américain, c'est sur tous les sujets de vie. Ouais. Quelle voiture, d'ailleurs, quelle couleur va être là. je vous invite à regarder, je sais pas si vous connaissez le projet, je crois que ça s'appelle Kairos. C'est des Français.
Et ils font une plateforme un peu de paris en fait, on-chain. Et je crois que c'est Keros le truc, je sais plus. Faudrait C'est voir. Kleros. Kleros? C'est Justice for Decentralized. KL, voilà, KLEROS, bravo. Mhm. J'ai fait un call avec eux il y a pas longtemps, c'est très cool, ils sont très cool, c'est des développeurs de malades, genre les gars, vraiment c'est des pointures. Voilà, bon, je c'est pas pour vous faire de la pub, mais comme c'est français et que ce qu'ils font est plutôt quali, si vous souhaitez une plateforme française justement pour faire voilà pour faire des paris, ils font pas que ça, hein, en fait, ils arbitrent des litiges aussi, etc. Mais voilà, n'hésitez pas, ça, il paraît que c'est cool. TX, Pour rebondir en plus encore sur le sujet des marchés prédictifs, je voulais juste rajouter une petite remarque qui est que souvent j'ai l'impression que les gens ils confondent trop ça avec avec des sondages, tu vois, surtout avec les élections américaines, et que en réalité il faut vraiment y voir juste pour ce que c'est-à-dire c'est juste l'agrégation des gens qui ont parié sur ce marché précisément. Et donc vu que des fois tu peux avoir des marchés qui sont assez peu liquides, où tu vas voir que quelques dizaines de milliers de dollars qui ont été pariés. Et vu que on est quand même dans un écosystème crypto, donc avec ces biais, et ben ça fait que des fois, enfin il peut y avoir des résultats complètement différents de si on réalisait un sondage hors Web3 quoi. Donc absolument. Tu as raison. Merci messieurs. On va passer à Solana. Alors Solana, on en a parlé il y a une semaine ou deux en disant que leur téléphone, c'était pas top hein, parce que l'usine qui était chargée de sa production était à deux doigts de la faillite. Tout le monde s'en était ému. Et là, en fait, ils viennent de sortir une grosse news sur le téléphone, donc le Solana mobile numéro 2, qui va s'appeler Seeker. On s'en fout pas. Moi, je m'en fous. Les autres? C'est à peu près du même avis. ouais, je m'en fous aussi, mais je pense que ce serait quand même intéressant de vite fait le commenter. C'est que ouais, ça fait un peu, on a lancé un projet, on le fout à la trappe, et puis après on en relance un autre, ni vu ni connu. Pourquoi on met à la trappe quoi? Ils ont mis Parce qu'il quoi à y la avait trappe? eu celui dont tu parlais, le Solana Mobile 2 là, Ah qui au non, non, final, non, ah non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a eu le Solana Mobile 1, le premier. Ça ouais, fait un carton avec la meme coin season, etc. Donc les gens, voilà, ils ont gagné de l'oseille de ouf et tout. Ils ont été contents. Et ensuite, ils ont lancé à la prévente d'un nouveau téléphone. Ils en ont vendu 140 000. Et ensuite, il y avait eu comment dire, il y avait eu un problème avec l'usine qui était chargée de sa construction. Et donc, tous les médias avaient dit peut-être que le Solana Phone 2 ne sortira pas, etc. Et là, on apprend que finalement, si, il va bien sortir. Entre guillemets, tout se passe bien. Et donc, c'est le Solana deuxième téléphone qui va s'appeler le Seeker. ah d'accord, donc en fait ils renomment leur deuxième Il avait pas mobile. de nom en fait le deuxième. En fait le deuxième mobile, ils appelaient ça Chapter 2, la saison, c'est Solana Mobile en fait qui gère le truc. Maintenant il avait pas de nom, là ils ont révélé son nom en fait. D'accord, ok, en fait Voilà, c'est ça. c'est un rebranding en quelque sorte, Un branding, il y avait pas de nom. un branding tout court même. Ouais, en fait c'est ça, il y avait pas de nom pour l'instant. On savait que c'était le deuxième téléphone de la collection entre guillemets. Et là ils ont révélé à l'occasion de Breakpoint, hein, leur conférence. Je crois que c'est ça, c'est une conférence annuelle qu'ils font. Et donc ils ont annoncé, là, ils ont montré les vidéos, ils ont fait un gros stand et voilà. Raphaël? Oui, et ils ont annoncé à Breakpoint aussi une espèce de Game Boy Ouais, un peu absolument. similaire. J'ai pas plus creusé que ça, mais Ça nous rappelle ce ça a que l'air assez Sui drôle. a fait. Sui aussi, ils ont sorti une petite console de jeu portable. Et là, Solana sort effectivement, j'ai vu ça, une espèce de petite Game Boy qui va être powered by Solana. Par contre, je sais pas si c'est Solana qui produisent là pour le coup. Hein. Je sais pas si c'est directement Solana qui fait ça. Je sais pas Euh, du tout. Ah si, c'est bien Solana qui dévoile la toute première console de jeu portable Web3 baptisée Play Solana Gen 1, propulsée par la technologie Solana. Ouais, c'est ça, absolument. Ouais, c'est vraiment ils ont repris un peu le style de la Game Boy
Voilà. Donc en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça marque véritablement le tournant, enfin pas un tournant, mais en tout cas une expansion de Solana du digital au physique et vraiment du soft au hardware. Donc ça, effectivement, je pense qu'en termes d'adoption et en termes de stratégie, je vous le dis, hein, moi je pense que c'est exceptionnel, c'est risqué, mais c'est exceptionnel de leur part de faire ça, parce que grâce à ça, ils vont vraiment toucher des personnes qui jusqu'à présent, n'allaient pas sur la blockchain. Philippe? Ouais, juste pour ajouter rapidement, je trouve que c'est très risqué, mais moi de mon point de vue, par exemple, alors je vais peut-être faire un raccourci, mais tu prends la Game Boy, le téléphone, tous ces éléments-là, ce sont des gadgets en fait. Tu prends la Game Boy, je peux quasiment trouver je dis pas que j'en suis sûr, j'ai pas checké, hein, mais je peux facilement, je pense, trouver un cousin similaire sur Alibaba. Ma vision, en Oui, fait, oui, c'est sûr. voilà, ma vision sur ça, c'est du branding, c'est comme faire des NFT et les vendre plus cher. Enfin, pour moi, c'est une manière de récupérer des sous. Ils savent que ça va être vendu. Par exemple, toi, t'as un Solana Phone, Jérém. Est-ce que tu l'as utilisé une seule fois? Non, mais ça a jamais été prévu. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que Oui, c'est oui, des non, mais NFT en fait, complètement. c'est des NFT digitaux. Alors, effectivement, c'est intéressant. Oh, je suis trop content, il y a la plateforme 2 qui va sortir bientôt sur Netflix, pardon. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a un effet très spéculatif et effectivement pas forcément d'utilisation. D'ailleurs, la plupart, hein, ils ont utilisé le Solana 1 pour récupérer des airdrops et potentiellement demain, il vaudra beaucoup d'argent ce téléphone. Donc les gens le gardent dans un coffre-fort, etc. Parce que c'est un wallet aussi le téléphone. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. On avait reçu à l'époque Olivier de Solana Mobile qui nous avait expliqué la techno qui fait que le téléphone est un hardware wallet d'une certaine manière. Donc effectivement, tu as raison. Il y a ce côté-là. Maintenant, je pense qu'encore une fois, quand tu achètes une paire de baskets Nike, tu achètes pas une paire de baskets, tu achètes du Nike. Et en fait, le branding, il touche n'importe quel produit. Maintenant, l'avantage que c'est pour eux, je crois, c'est que alors c'est pas les premiers sur la console de jeu, c'est les deuxièmes, mais sur le téléphone, c'est les premiers. Et le fait en fait d'aller découvrir des nouveaux horizons produits avec les risques associés. Hein. Je répète, hein, le premier téléphone Solana, il a pas marché au début, personne voulait. Et ensuite, il aura fallu évidemment le pump du token Bonk qui était airdroppé aux personnes qui l'avaient acheté. Mais j'aime cette prise de risque à l'innovation et une blockchain, c'est-à-dire le truc qui est quand même le plus digital possible et imaginable, eh bien, on décide de faire du hardware. Et d'ailleurs, il y a d'autres derrière qui vont les suivre. Donc, moi, je trouve qu'en termes d'innovation produit, c'est vraiment génial. Après, entre nous, la console de jeu, moi, je pense que effectivement, pas grand monde vont l'utiliser, surtout qu'on ne sait pas effectivement est-ce que ce sera un wallet, est-ce qu'il y aura à l'intérieur des play to earn et tout ça. Mais vous, peut-être n'imaginez-vous pas, ou sans doute que si, mais le potentiel que ça, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les play to earn, on les joue sur notre téléphone, et là, on va avoir peut-être un device sur lequel les développeurs d'applications décentralisées de type GameFi, ou Tap to Earn, tous ces trucs-là qui font un carton sur tonne, ils vont pouvoir adresser une cible qui est vraiment gaming, tu vois. En fait, ça va être ça, à mon avis, cette console de jeu. Ça va être, voilà, tous les gens qui l'achètent vont avoir des early access, des airdrops, des avantages sur certains jeux, etc. Et en vrai, je trouve que c'est génial pour les développeurs d'applications parce qu'ils vont pouvoir avoir un public qui est ciblé grâce à cet appareil. Et voilà. Moi, je sais pas. Moi, je trouve que c'est génial. Et ils ont de l'oseille, Solana. Ils l'utilisent pour du marketing, des événements, etc. Mais aussi visiblement pour faire des produits. Et ça, je sais pas. Moi, je trouve ça cool, quoi. Tu vois. Donc, je sais pas. Peut-être que je suis un peu trop. Non mais tu Tu vois ce que as raison je veux sur dire? ça. Juste une phrase après. Non, Raphaël va vas-y, lever prends la. ton temps parce que c'est hyper intéressant. Est-ce que les blockchains, est-ce que les réseaux décentralisés doivent faire du hardware? C'est une vraie Non. question. Ah bah, l'idée c'est, regarde, tout le monde, on a abandonné, il y avait des Game Boy déjà, on avait les Game Boy SP, les Game Boy Advance, les PSP, on est tous passés par là, tu vois. Et je veux dire, ça a disparu, pourquoi? Parce qu'on a un téléphone. Tu vois, donc en gros, si tu veux sortir des jeux aujourd'hui, tu vois, je vais faire le parallèle avec Multiversix, c'est vite fait, hein. Faire un SDK Swift, ce qu'a fait Quentin, faire un SDK Swift pour les développeurs d'Apple a plus de sens pour moi sur le long terme que de sortir ça. Mais ils l'ont déjà, eux.
Je sais pas. Non, mais Je te dis, je te confirme. à ce Donc en fait, moment-là, l'idée c'est que ça dépend le niveau de maturité, mais clairement, là effectivement, puisque nous l'avions pas, évidemment, nous d'abord il faut qu'on pose les bases sur le Multiverse X. Mais pardon, Solana Swift, ça existe déjà depuis un petit bout de temps, depuis au moins 2022, tu vois. Donc il devrait focus sur ça, je pense. mais en réalité, visiblement, les développeurs n'ont pas eu besoin de ça pour faire des applications qui étaient utilisées, tu vois, puisque Solana ne manque pas d'adoption et d'utilisation. Cédric, Ouais, je suis assez d'accord avec qu'est-ce que t'en penses, Jérémy. toi, pour le coup? Ouais. Est-ce que tu m'entends? Ouais, Ouais. très bien, pardon. Ouais. Non, vas-y. Ok. Je suis assez d'accord avec toi. Il faut quand même pas oublier que Android, qui a 75 ou que ouais, % de part de marché dans le monde, a été développé par une boîte qui était un moteur de recherche. Hein. Donc Android vient bien du software. Et donc avoir un téléphone Web3 avec des fonctionnalités dédiées qui vont te permettre effectivement de faire les choses que tu expliquais, les airdrops, etc. En fait, c'est toute la fidélisation autour. Moi, ça me semble être un pari intéressant à suivre parce que moi, j'ai travaillé 6 ans dans les mobiles. Hein. C'est complexe, c'est vraiment compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de faire du hardware que du software et de le distribuer également parce qu'après, il y a une question aussi de présence dans tous les pays et tout. Enfin, c'est compliqué. Des gens qui ont essayé, qui ont échoué, il y en a plein, hein, et beaucoup plus que ceux qui ont réussi. Mais l'idée est intéressante. J'ai également travaillé sur un projet, alors qui était pas du hardware, qui était de faire un MVNO, donc Nouvel opérateur mobile. Mobile virtuel. Donc c'est une boîte qui s'appelle Moflix qui est en Suisse. Et qui un MVNO Web3, c'est-à-dire quand je suis un abonné, en fait, toutes les relations avec l'opérateur sont dans un wallet qui est installé dans le téléphone, dans les téléphones. Hein. Voilà, donc il y a un mouvement qui est intéressant. On va voir ce que ça va donner, mais je suis plutôt d'accord avec toi que je trouve que c'est assez positif d'aller dans ce sens-là. Ouais, non, mais je pense aussi que maintenant là il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est le risque que eux prennent. Tu vois, ça se trouve ça va pas marcher, mais moi j'aime l'idée qu'ils dépensent et qu'ils investissent dans quelque chose qui s'est rarement fait avant et qui prennent le risque que ça marche pas, parce que derrière de toute façon il y en a d'autres qui vont le faire et qui peut-être d'ailleurs réussiront davantage. Mais tu vois, Solana là par exemple, je lis un truc et après on avance les copains parce que j'aimerais faire une dernière news avant, mais là je lis un truc il y a 2 heures. José Fernandez de PayPal. Alors, je sais pas c'est qui chez PayPal, mais ça doit être un mec important, sinon aucun intérêt. Il explique que Ethereum n'est pas la meilleure solution pour le paiement et que pour le coup, vous savez qu'ils ont lancé leur stablecoin sur Solana récemment. Et il explique effectivement que Solana offre beaucoup plus d'avantages en termes de coûts, les tokens extension qui permettent de paramétrer les tokens et la scalabilité évidemment, et que c'est beaucoup plus facile pour l'adoption massive de la crypto et du paiement. Donc voilà, donc pour le coup, tu vois, souvent on dit ouais Solana de toute façon c'est du meme coin, c'est du NFT, c'est du airdrop, etc. Moi je suis pas du tout un Solana boy, un Solana maxi, je pense que tout le monde le sait, mais une chose est sûre, c'est qu'à côté de cette industrie dégénérée entre guillemets, bah, tu vois, même PayPal, qui est quand même aujourd'hui l'un des leaders des solutions de paiement aujourd'hui, dit que voilà, bah, en fait Solana aujourd'hui, on pourra dire ce qu'on veut, mais ça reste la meilleure solution pour faire du paiement. Je cite encore une fois une déclaration de José Fernandez. TX, Raphaël, rapidos, et après on fait une dernière petite news si on a le temps, s'il vous plaît les copains. Ouais, le truc c'est que moi je vois quand même un gros frein, c'est que là c'est quand même un téléphone qui se vend à au minimum $450, ce qui est une certaine somme dans la plupart des pays, même les pays les plus riches, et que du coup bah, ça peut être un sacré frein. Et ce qui peut être intéressant, c'est que justement il y a d'autres téléphones Web3 du genre, je sais qu'il y a Ton qui en a fait un, de Telegram, enfin c'est pas eux directement, mais il y en a un qui existe. Il y a aussi Aptos qui en a un, et que eux ils se focalisent plutôt sur un secteur de marché à premier prix, et justement de fournir des téléphones qui ont le strict minimum et qui coûtent $130 et qui du coup sont faits pour des pays en voie de développement, et ça peut être du coup ça très intéressant dans le sens où tu fournis un téléphone pas cher à des gens qui en ont pas forcément les moyens, et en plus tu y inclus des fonctions Web3 et du coup tu crées de l'adoption comme ça. C'est hyper intéressant.
C'est hyper intéressant parce qu'on est effectivement pas du tout sur la même moralité, clairement. Maintenant, le prix d'achat moyen d'un smartphone en France, c'est 450 balles. Ok. Donc en fait, effectivement, ce que fait Solana, c'est qu'il propose un produit qui est quand même, que vous le vouliez ou non, 3 fois moins cher qu'un iPhone. Donc voilà, je veux dire, aujourd'hui, clairement, tu prends un iPhone, c'est 1000 à 1200 balles pour un pro et 800-900 pour un normal. Donc t'es entre 2 et 3 fois moins cher. Ils visent évidemment, vous savez, leur marché, on le connaît à Solana, c'est les États-Unis, c'est l'Europe, c'est l'Asie, enfin c'est plutôt les pays développés. Voilà, maintenant, je pense qu'ils essuient les plâtres de l'industrie du mobile. Et après, on n'est pas à l'abri avec cette historique et cette expérience qu'ils ont acquise dans le mobile avec leurs différentes itérations, le Solana Mobile 1, le Seeker, etc., que demain, ils sortent une solution ultra entrée de gamme qui vont casser les prix de façon considérable parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont l'expertise, parce qu'ils ont tout ça. Et finalement, derrière, mais ils vont inonder le marché. Et en vrai, je serais pas surpris, on recevra Olivier dans l'émission dans quelques semaines pour parler justement de Solana Mobile et on essaiera de lui poser les questions. Mais voilà, je veux dire, Atos, Sui et tout, ils font leur truc, ok. Mais on voit bien, sans le marketing et la force de frappe de Solana, on voit que c'est pas tout à fait pareil, quoi. Donc voilà. Vas-y, Raph, on n'aura pas le temps pour une news supplémentaire, mais c'est pas très grave. Vas-y, Raph. Moi, le seul avis qui divergeait comparé à vous, c'est sur la question du gaming. Vous disiez que l'adoption pouvait se faire pour les développeurs via, par exemple, leur Game Boy ou ce genre d'application. Moi, je suis persuadé, et puis j'ai vu une stat il y a 2-3 jours où en fait on voyait les utilisations par jeu sur les 10 dernières années. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait des GTA, des Minecraft qui sont en tête, des League of Legends. Et en fait, au final, c'est pendant des années du Angry Birds, du Flappy Bird, et c'est que des jeux mobiles du Clash of Clans. Et moi, je suis persuadé que l'adoption massive, elle se fait par le téléphone et par le gaming via téléphone, parce que c'est le mass market, il est vraiment là. Et je suis pas sûr que sortir un device exprès sur une console permet d'aller chercher du mass market, quoi. Non, je suis tout à fait d'accord. Le jeu mobile a explosé les parts de marché, notamment en Asie. Hein. C'est énorme. Et on pourrait dire pareil du paiement. Aujourd'hui, le paiement se fait notamment Via téléphone, en Afrique énormément avec du téléphone parce qu'ils sont le Western débancarisés, Union, ils ont pas de carte et tout ça, tu vois. Donc tu as raison, mais je crois que ça, à ce niveau-là, on va pas se mentir, Solana va pas participer à l'adoption du mobile dans le monde. Parce qu'il est déjà hyper utilisé, c'est un marché qui est bouché. En revanche, j'aime l'idée, je maintiens, hein, de créer, d'innover, de créer des produits qui peut-être seront pas adoptés massivement, mais crois-moi, moi je suis dans la peau d'un développeur de jeux vidéo. Là, j'ai par exemple 100 000 petites Game Boy là qui ont été vendues. Je sais que ces gars-là là qui l'ont acheté, déjà c'est des fans de Solana. Ensuite, à l'intérieur, il y a potentiellement des mecs qui sont plutôt attirés vers de la GameFi et peut-être un peu moins sur de la DeFi, etc. En fait, ça te permet de cibler ton audience. Tu vois. Et comme en plus les détenteurs de cet appareil, eh bien, ils seront on-chain, on pourra les reconnaître on-chain, puisqu'il y aura sans doute il y aura sans doute un wallet dans cette console. Je pourrais leur apporter justement des avantages précieux que d'autres peut-être n'auront pas. Moi, je pense que c'est un canal de communication directe vers une cible de joueurs présélectionnés qui est vraiment pas inintéressant. Et ils ont innové ça avec le Sagaphone. En ciblant en fait une population de vrais gros fans de Solana qui étaient prêts à payer plusieurs centaines de dollars un appareil qu'ils n'allaient pas utiliser. Alors, on vient pas sur les éléments d'écologie parce qu'effectivement tu crées du hard alors que ça va quasiment pas être utilisé. Donc ça, je comprends que certains écologistes disent ouais, ok, là par contre j'avoue tu fais du matos pour rien quoi. Mais non, au niveau marketing, moi je pense que ça peut être pas mal. Maintenant on verra. Hein. Encore une fois, si ça se vend, parce que là aussi, hein, je veux dire Solana. C'est pas un gage de vente assuré. Hein. Ils peuvent aussi se louper. Hein. On le sait, on l'a déjà.